Donc, en fait, quand on a des légumineuses dans des systèmes, dans des rotations ou dans des mélanges, il y a deux avantages. Il y a pendant la culture, cette plante n'a pas besoin d'apport d'engrais minéraux, par D'accord. exemple, pour pousser. Et puis, donc, il y a une économie pendant la culture. Et puis, cette plante, on parle dans notre jargon de larguer, relarguer, va finalement libérer de l'azote pour les cultures suivantes. Voilà. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes pour cette 18e émission de C'est dans le sol, saison 2. Nous sommes le mardi 29 mars, il est 20h35, il a plu sur le nord de l'Essonne et ça sent très bon. C'est dans le sol, une émission, comme vous le savez, produite par la coopérative Rhizobium qui s'emploie à rapprocher le monde de la recherche scientifique et celui des praticiens du sol, chacun ayant besoin de l'autre pour partager, améliorer ses connaissances et ses propres pratiques. Rhizobium, est-il besoin de le préciser, à nouveau anime le programme de sciences participatives Réseau Sol en Occitanie, un programme qui accompagne des paysans, des forestiers, des maraîchers, bref, des praticiens du sol, des usagers du sol, sur les questions de compréhension de cet écosystème, car c'en est un qu'est le sol. Rhizobium s'est doté en plus pour tout cela du PECNOLAB, le fort bien nommé, qui est un centre de ressources autour, devinez quoi, du thème du sol, qui propose des protocoles d'observation, des outils à fabriquer soi-même pour observer le sol, des tutoriels, une application de saisie des données, un petit laboratoire ouvert et partagé pour permettre aux participants du réseau sol de venir faire des analyses de leurs propres échantillons, devinez quoi, de sol, bref, tout le nécessaire pour le parfait petit pédologue. Le pédologue est en ce moment fort mari, car la patrie de la pédologie est foulée par les chenilles de gros chars russes qui, un jour ou l'autre, vont bien se retrouver embourbés dans le Tchernozem, car les envahisseurs auraient dû le savoir, le Tchernozem, dès lors que le dégel arrive, absorbe tous les envahisseurs. Enfin, en tout cas, c'est ce que m'a dit un grand spécialiste l'autre jour, Monsieur Legros. C'est aussi Rhizobium des formations dont le catalogue d'automne, car il y a une collection d'automne, voilà, c'est un peu de la haute couture, sera mise en ligne le mois prochain. Important, information réglementaire, et oui, juste 3 phrases, je vous rassure. Rhizobium est une coopérative du groupe EIWA qui regroupe 3, Lascopsagne, Rhizobium donc, et Kéros Compensation. Or, il faut se mettre en conformité avec le RGPD. Alors, le RGPD, ce n'est pas le nom d'un lance-roquette de fabrication russe. Non, pas du tout. Le RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données. C'est imposé par l'Europe. Ce qui fait que le système d'emailing de Rhizobium et du groupe EIWA va migrer vers un nouvel outil. Donc, si vous voulez continuer à recevoir les informations de Rhizobium, des émissions C'est dans le sol, des replays, des programmes de formation, bref, tout ce que vous propose le groupe EIWA, merci de vous inscrire sur le nouveau système de newsletter dont vous trouverez le lien avec le chat, là, enfin pour vous c'est là, à droite de votre écran. Alors, la conséquence est simple, à partir du mois de mai, si vous n'êtes pas enregistré sur ce nouveau système, vous ne recevrez plus d'informations d'actualité. Donc, si vous voulez continuer à être informé de cette émission modeste mais géniale, faites ce que vous avez à faire, enfin en tout cas, faites ce qu'on vous demande de faire, et en particulier, moi. Vous pouvez suivre également l'actualité du groupe de Rhizobium sur les pages Facebook et LinkedIn du groupe EIWA. Alors, au programme ce soir, vous l'avez vu dans la bande-annonce, l'azote, le cycle de l'azote. Alors, Mehdi, le grand acteur, auteur de ces bandes-annonces, a trouvé le principe. Il suffit de faire pipi sur le sol et on a fait un cycle de l'azote, une boucle. C'est parfait. L'azote, on en parle beaucoup en ce moment et j'en reviens avec la guerre en Ukraine. Voilà, on a des agriculteurs qui vont manquer d'engrais parce que les engrais sont faits à partir de gaz naturel. Mesdames, messieurs, voilà, donc les engrais sont redevenus à la mode, à l'actualité. On reparle de l'azote, qui n'est pourtant pas le sujet le plus fun. L'oxygène, oui, ça fait un peu rêver. L'azote, pas du... Le carbone aussi, les noms sonnent bien. L'azote, il y a un Z, ça ne sonne pas très bien. Et pourtant, Sylvie Recou, vous vous intéressez à l'azote depuis toujours. Vous êtes directrice de recherche à l'INRAE
de Reims. Et finalement, vos travaux de recherche, on va commencer par ça. Je cite une des phrases de votre CV, vous cherchez depuis des années à améliorer la compréhension des déterminants de la décomposition. Vous travaillez sur ce cycle de l'azote. Moi, je pensais depuis la fac que c'était tout simple. La décomposition, l'azote, c'est des grandes boucles. On a l'ammoniac, on a les nitrates, on a les nitrites. Et en fait, non, il est encore à comprendre, Madame Recou. Il faut brancher votre micro. Il faut brancher votre... Voilà. Très bien, c'est mieux avec le micro. Donc, bonsoir, Monsieur Dene. J'ai appris à dire votre nom. Ouais, c'est pas encore Et ça, mais vous allez c'est y pas arriver à la encore. fin. C'est pas grave. Et bonsoir à tous et toutes. Et je vous remercie d'être là en soirée pour écouter voilà, des histoires sur le cycle de l'azote. Effectivement, vous avez raison. C'est un sujet classique, c'est un élément chimique maintenant bien connu. Et pourtant, il n'a jamais été, peut-être, ou il a déjà été, mais il est à nouveau au cœur finalement de beaucoup d'enjeux de production végétale et environnementaux. Et donc, dans ce dialogue ce soir, on va essayer voilà, d'un peu éclairer certaines de vos questions, je pense, et Bien voilà, sûr. Et les de questions répondre à des vos internautes interrogations. Oui. qui sont déjà nombreux, ils sont 121 à nous regarder. C'est un joli score, Madame Recou. Comme quoi le sujet de l'azote intéresse. Et pourtant, l'azote, je le disais tout à l'heure bêtement, il n'a pas très bonne presse. Il n'a pas une bonne image. On l'associe aux engrais, donc aux marais d'algues vertes sur la Bretagne. Et encore que ce n'est pas tout à fait l'azote. Enfin, on l'associe à, voilà, on l'associe aux engrais. Les engrais ont mauvaise image. Donc, l'azote a ouais, il n'est pas triomphal, quoi. C'est pas l'oxygène, c'est pas le carbone. Il est mal connu, l'azote. Pourquoi? Je dirais qu'il est, il est, non, enfin, je vais me permettre de vous Ah contredire. bah, j'espère Je bien. vais, je vais dire que il est quand même bien connu pour sa capacité finalement comme élément essentiel de la production végétale. Déjà, c'est un élément chimique essentiel des matières organiques. Donc, je ne vais pas effrayer, mais tout le monde sait que nous sommes, nous aussi, faits de carbone, d'azote, d'hydrogène, de phosphore. Et donc, les plantes, hein, c'est un élément essentiel de la croissance des plantes. C'est un élément voilà, essentiel de la vie. Donc, en fait, cet azote, non, il est bien connu pour. Je parlerai après, on viendra Ouais. aux inconvénients, aux impacts, aux questions, mais il est essentiel, en fait, pour la production végétale. Mhm. Et je voudrais tout de suite, je vais vous montrer, je ne vais pas faire un cours ce soir, je vais Non, rappeler non, voilà. quelques idées pour ceux qui sont peut-être moins familiers du cycle de l'azote, mais je voudrais dire qu'effectivement, il est d'abord connu pour sa capacité à permettre finalement à produire et donc à assurer une sécurité alimentaire, hein, avant D'accord, d'avoir découvert au cours des années finalement les impacts négatifs des excès d'azote. Le d'accord. deuxième point que je veux tout de suite lever, c'est que souvent on va dire azote égale engrais. En Oui. fait, l'azote est un élément chimique, il est produit naturellement. D'ailleurs, vous m'aviez invité pour parler du cycle naturel de l'azote. Et je ne vais pas trop m'éloigner de ça au sens où la molécule, l'azote, il va être produit dans les systèmes de culture par les sols. Il va être aussi apporté de manière de l'extérieur par des produits organiques ou des engrais. Mais finalement, les questions autour de la gestion de l'azote sont liées à cet azote, quelle que soit son origine, en fait, hein. C'est-à-dire, D'accord. il n'est pas plus nocif, si on pouvait parler de nocivité, parce qu'il vient des engrais ou parce qu'il vient du sol. La C'est juste question l'excès qui, va lui, être l'est nocif. C'est l'excès qui est l'excès, nocif. et on va voir D'accord. que l'excès peut être lié à différents facteurs comme bon, on va y venir après. On va Donc, y si vous venir. me Et on va même y permettez, venir tout de suite. Alors, une petite leçon de choses. On va faire un cours de SVT, je préfère sciences naturelles. oui, L'azote, c'est le constituant majoritaire de l'atmosphère. C'est un gaz neutre. C'est lui qui fait des petites bulles dans le sang des plongeurs que je suis dès lors qu'ils remontent un peu trop vite. L'azote, l'ivresse des profondeurs, c'est lui. Et il entraîne une certaine ivresse des sols. Voilà, il fallait juste que je fasse une petite blague dès lors qu'il est en trop, on l'a bien compris. Alors, montrez-nous sur ce cycle. Vous avez un graphe qui est fort bien fait. On ne va pas s'étendre pendant des quarts d'heure dessus, mais il est très intéressant voilà, pour nous remettre d'équerre sur la question. L'azote est dans l'atmosphère et ensuite, que devient-il, Madame Recou?
Je vous Alors laisse vous attendez, montrer. je mets juste, c'est toujours les petites manips de, vous me dites si ça va. Ben là, on Et est bien, puis, là. Là, on est bien. Vous pouvez euh, démarrer. Allez-y. ici, vous voyez bien le. On voit Donc très bien. en fait, vous allez vous étonner, mais je ne vais pas commencer par le cycle de l'azote. Ah Je vais bon? parler de la matière organique. Vous comprenez bien que finalement, je vais venir à l'azote après. Je voudrais parler d'abord de biomasse végétale et de matières organiques, parce Mhm. que c'est finalement un peu de cette compréhension que va découler à la fois tous les enjeux de l'utilisation, de la disponibilité, de la raréfaction, mais aussi les enjeux liés aux impacts environnementaux éventuellement négatifs. Donc, vous venez de le dire, l'azote, il est en fait l'essentiel de ce qu'on appelle la disponibilité, le pool d'azote disponible, il est dans l'atmosphère. Hein. Il est Mhm. dans l'atmosphère, comme est dans l'atmosphère aussi du CO2, hein, qui va pouvoir être et à la fois, donc nous allons avoir pour produire de la biomasse végétale, qu'elle soit des grandes cultures, des forêts, de toutes sortes finalement, cette biomasse végétale, elle va contenir du carbone fixé par la photosynthèse. Je pense que tout le monde connaît la Oui. photosynthèse. Et puis, il va y avoir besoin d'azote pour cette croissance et production végétale. Et cet azote, dont le grand compartiment est l'azote atmosphérique, va entrer finalement dans les systèmes de culture, soit via ce qu'on appelle la fixation biologique de Mhm. l'azote, j'y reviendrai, Oui. des micro-organismes qui sont capables de faire cette transformation entre le N2 et l'azote ammoniacal ou les acides aminés, soit à travers les engrais minéraux, hein, à travers des processus de synthèse chimique par les engrais minéraux, ou alors par des engrais organiques venant, par exemple, des effluents d'élevage, du recyclage des matières végétales ou des bouts de stations d'épuration. Donc, en fait, c'est ensemble que le carbone et l'azote vont rentrer dans les systèmes de culture et puis vont être recyclés. On parle de ce recyclage dans les sols. Ça, c'est très important. Les agriculteurs le savent. Soit on va appeler en grande culture des résidus de culture. En forêt, on va appeler ça des litières végétales. Et ces résidus de culture, ils seront soit aériens, ils viennent des feuilles, des tiges. Par exemple, l'agriculteur qui va récolter ses grains de blé peut laisser sa paille, mais ils vont rentrer aussi par les systèmes racinaires, hein, qui sont des sources très importantes de matière organique dans les sols. Et donc, en fait, l'essentiel, on parle souvent de couplage des cycles. Alors, ça peut vous paraître barbare, Mhm. mais ce couplage, c'est le fait que finalement, pour que l'azote rentre dans ces systèmes cultivés, il rentre avec du carbone et il est recyclé avec du carbone, mais cette fois-ci, c'est des formes organiques d'azote et de carbone. Et alors, une fois que ces formes de matière organique, qu'on appelle des fois fraîches, parce qu'elles viennent de rentrer, elles vont être sous l'influence des activités, principalement des activités microbiennes, des activités biologiques, de dégradation, les champignons, les bactéries, de transformation de l'azote sous différentes formes chimiques, et qui vont conduire finalement à la production d'azote ammoniacal ou de nitrate et de nitrate. Je vais peut-être détailler après si vous avez des questions, mais autrement, je ne détaillerai pas. Et c'est ces formes d'azote, je vais venir à un schéma après, qui vont être disponibles pour la plante ou disponibles ou sujettes, par exemple, à des pertes gazeuses ou à des pertes Attendez, vers les aquifères. on verra après pour un autre schéma. Revenez vers nous, Madame Recou, le temps que nos amis digèrent ce schéma. Alors, l'azote est important et pourtant, pourquoi toutes les plantes ne sont pas capables d'aller le chercher elles-mêmes, comme les légumineuses, voilà, toutes seules dans l'atmosphère? Oh, alors là, le pourquoi, parce qu'elles ne sont pas équipées. En fait, ce ne sont pas les plantes qui réalisent ça. Ce sont des organismes du sol, des micro-organismes D'accord. qui sont capables de transformer l'azote atmosphérique en azote ammoniacal grâce à un catalyseur qui est une enzyme, la nitrogénase. Et en fait, ces bactéries, ces micro-organismes, il y en a qui sont libres dans le sol, hein, qui peuvent Mhm, faire ça. Alors, ce n'est pas ma spécialité, je ne pourrais pas vous dire mhm. exactement combien de kilos ça peut représenter, mais pour les légumineuses, ce sont des micro-organismes qui rentrent en symbiose, qui s'associent aux racines des plantes et qui vont échanger entre la racine de la plante et les micro-organismes des assimilats, et puis de l'azote. Et donc, en fait,
cette symbiose microbienne qui permet à des plantes, en l'espèce les légumineuses, qui sont les seules à pouvoir finalement se passer de D'accord. l'azote disponible dans le sol et utiliser l'azote de l'atmosphère. Mhm. D'accord, mais elle l'utilise directement ou elle le transforme de toute façon en une autre forme? Elle le transforme et elle l'utilise, c'est-à-dire c'est pas elle qui le transforme, c'est D'accord, l'association la mycorhizienne et symbiose. qui donne en fait au cours. Après, elle le met à disposition dans le sol parce que la plante est détruite ou ça forme ce qu'on appelle des nodosités. Et Mhm. donc, c'est au sein de ces sortes d'excroissance que se fait cette fixation symbiotique. Et on parle d'assimilation d'azote qui va bénéficier à la plante et qui, en échange, donne finalement des assimilats aux micro-organismes. D'accord, donc il est Mhm, transformé sous forme d'ammoniac, c'est ça, mhm, et mhm. lequel ensuite est transformé sous forme de nitrate, c'est ça? C'est-à-dire après, c'est dans les tissus végétaux et D'accord, ou dans les racines qui vont relarguer vers le sol. Finalement, les plantes exudent, les plantes relarguent des assimilats. Et dans ces d'accord. assimilats, il y a du carbone, il y a de l'azote, des acides aminés. Donc, et puis, à la fin du cycle végétal, cette culture qui n'a pas eu besoin d'engrais ou qui n'a pas, contient de l'azote, comme toutes les plantes. Et là, ce sont les résidus végétaux de ces légumineuses qui vont eux-mêmes produire de l'azote. Donc, en fait, quand on a des légumineuses dans des systèmes, dans des rotations ou dans des mélanges, il y a deux avantages. Il y a pendant la culture, cette plante n'a pas besoin d'apport d'engrais minéraux, par D'accord. exemple, pour pousser. Et puis, donc, il y a une économie pendant la culture. Et puis, cette plante, on parle dans notre jargon de larguer, relarguer, va finalement libérer de l'azote pour les cultures suivantes. Voilà. D'accord. Et ça, cette propriété cette propriété, pardon, qu'ont ces légumineuses, on a l'impression qu'on l'a découvert récemment, on en parle beaucoup en ce moment. Et vous me disiez en préparant cette émission que non, c'est vieux comme le monde, c'est presque vieux comme Ah l'agriculture, les légumineuses. oui, oui, oui. Non, non, on avait oublié l'intérêt des légumineuses parce qu'on avait la facilité de fertiliser avec d'autres formes, notamment les engrais de synthèse, hein. Mhm. Mais bien sûr, les plantes fixatrices d'azote sont très anciennes et autrefois, avant l'essor de l'utilisation des engrais, la fin du 19e siècle a vu finalement, du point de vue scientifique, les premiers scientifiques qui ont compris l'importance de la nutrition minérale des plantes C'était au qui même ça? C'était moment. Liebig, c'est ça? Oui, et d'autres, oui, il y avait plusieurs courants, mais c'était cette Mhm. époque. Et ensuite, on a commencé à identifier des sources d'azote comme Le guano? oui, il y a eu une période guano, mais les nitrates du Chili, où il y avait aussi des produits de l'azote ammoniacal issus de l'industrie, en fait, où on faisait enfin des déchets. Donc ça, c'est la deuxième partie du 19e siècle. Et au Donc début il y avait les eaux usées, je crois aussi. Oui, c'est ça. Hein. Je connaissais pas le terme de ces, mais c'était les eaux des latrines Mhm. étaient les eaux usées qu'on faisait fermenter. C'était un peu, je dis pas que c'était la méthanisation parce que là c'est du méthane, mais ça produisait de l'azote ammoniacal, hein, Mhm. qu'on récupérait sous forme de sulfate d'ammonium. Mais en fait, c'était des quantités petites et l'usage était réduit. Et au début du XXe siècle, les Allemands, deux Allemands, Haber et Bosch, ont finalement inventé ce qu'on a appelé le procédé Haber-Bosch, qui est la synthèse de l'azote ammoniacal par la fixation de l'azote atmosphérique grâce à une catalyse avec de l'hydrogène et cet hydrogène venant du gaz. Donc en Voilà. fait, ça a bouleversé finalement, ça a bouleversé on considère actuellement que ça a bouleversé finalement le monde et Mais, l'agriculture. euh, mais pardonnez-moi, qu'est-ce qui leur a donné l'idée à ces deux Allemands de fabriquer de l'engrais de synthèse? C'est du hasard ou justement Euh, parce qu'ils connaissaient bien la nutrition des plantes, ils se sont dit on va apporter du concentré, ce sera mieux. Non, alors je ne suis pas une historienne des sciences, hein, et donc ma connaissance est imparfaite, je dois le dire, mais ce que j'ai lu, c'est que
c'était ce mouvement où on commençait à comprendre l'intérêt de la nutrition minérale des Oui. plantes et où donc il y avait déjà des exagérations finalement. J'ai lu que sur le prix des engrais, de ces engrais qui étaient en ressources limitées. Et donc, je pense que voilà, les chercheurs étaient, voilà, comme dans tous les labos de recherche, à rechercher des moyens de finalement synthétiser cet azote ammoniacal et à moindre prix, de manière, enfin, donc, dans ce que j'ai lu, c'était tout un courant de finalement d'évolution à la fois de l'agriculture et du coup un peu de la recherche. Là, c'est de la chimie, en l'occurrence, c'est pas de l'agronomie, qui les a amenés à faire ça. Et donc ça a été le début finalement d'une envolée à la fois. Donc à l'époque, c'est une société qu'on connaît toujours qui était BASF en Allemagne, qui a repris ce procédé et qui l'a développé. Et après, il y a eu des évolutions majeures après la Première Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale en termes d'importance, l'importance des engrais pour la production végétale et la nécessité de nourrir aussi la population. Et la production d'explosifs aussi, hein. L'industrie de l'engrais est aussi liée à l'industrie de l'explosif. Est-ce que vous dites, avant on s'en était passé, on avait vécu jusque-là sans engrais, mais on ne peut pas dire que l'humanité ait bien vécu. Est-ce qu'on peut dire qu'avant l'invention des engrais, l'humanité a régulièrement été confrontée à un problème d'azote, de fertilité qui a déclenché des cycles réguliers de disette et de famine, ou est-ce que là, je suis par trop simpliste? Je ne pense pas que c'était analysé comme ça, puisque Non. la connaissance n'était pas là. Mhm. Mais il est vrai que d'après, au 19e siècle, en gros, dans nos régions, les rendements, par exemple, en blé étaient environ de 11 quintaux par hectare. Et après, dans l'envolée le début de la période de la fertilisation, c'est assez rapidement passé à 30 quintaux par hectare. Et puis maintenant, ça dépend des régions et des systèmes de culture, mais on va être dans ma région, en Champagne, on va être souvent autour de 100 quintaux, enfin entre 70 et 100. Donc en fait, mais ce n'est pas dû qu'aux engrais et à la fertilisation, ça a été la mécanisation, ça a été le progrès de la génétique, c'est un ensemble de pratiques culturelles, Qui ont fait partie des engrais. mais l'engrais, ça marche, hein, c'est-à-dire apporter davantage de nutriments à la culture permet d'augmenter les rendements, d'augmenter les teneurs en protéines, par exemple si on est des céréales, mais on parle des cultures en général. Voilà. Donc, il y a eu un bénéfice quand même à avoir inventé, à avoir utilisé les engrais dits de synthèse, enfin les engrais minéraux. Petite question. Oui, Je voulais revenir sur allez-y. votre question, la compléter. Vous me disiez, mais avant, comment? En fait, parce que c'est aussi les conséquences maintenant environnementales. Avant, les choses étaient plus connectées, c'est-à-dire à l'échelle locale, l'agriculteur avait des sources. Les légumineuses étaient dans les cultures, dans les rotations apportées entre l'azote. Et puis, il y avait un peu d'élevage. Oui, je vois comment il ne faut pas que je regarde les commentaires. Et il y Non, non, avait non, c'est moi les l'élevage commentaires. aussi oui, il s'affiche, avec avec finalement le recyclage des produits organiques, des fumiers, des lisiers. Et donc, en fait, c'était un système qu'on appellerait maintenant plus bouclé, plus autonome. Voilà, de dire que, oui, alors peut-être que c'était moins bien, certainement, mais En tout voilà, cas, c'était un autre il n'y aurait pas système. eu, pardonnez-moi, il n'y aurait pas eu notre croissance démographique extraordinaire, probablement sans les engrais azotés. Oui, c'est ce qu'on considère. On considère que, en gros, la moitié de l'humanité est liée à la découverte Ah du oui, procédé Haber-Bosch. S'il y a moins de nourriture, il y a moins il y a moins de naissances, on peut nourrir moins de monde sur Terre. Donc en fait, et on considère les gens qui travaillent, les scientifiques qui travaillent à des échelles globales, hein, à simuler les flux, à faire les calculs, c'est le chiffrage qui est fait de d'accord. dire, on peut retourner la question, on serait moins nombreux, bon, est-ce qu'on vivrait mieux? Ça, c'est un problème autre, enfin, c'est Oui, oui, compliqué, hein. on va pas rentrer dans ce débat. Compliqué. Euh, mais, mais du coup, les inquiétudes que l'on ressent suite à la hausse du prix des engrais,
à la chute des exportations de céréales et de tournesol russes et ukrainiennes sont fondées. Avec moins d'engrais, on va peut-être demain moins produire, on pourra moins exporter, moins nourrir nos vaches. L'inquiétude à la base est fondée quand même. Elle est complètement fondée. En fait, il y a deux questions. Il y a le court terme et le moyen terme. Ouais. Donc, on a des solutions. Enfin, moi, je fais partie des chercheurs avec beaucoup d'autres, hein, mais c'est aussi les orientations françaises, de l'INRAE, de l'Europe, de trouver et de développer les solutions agroécologiques, des systèmes de culture, des modes de fertilisation plus respectueux, plus autonomes, plus sobres en énergie. Mais tout ça ne peut pas s'appliquer du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Donc, il y a un moyen terme vers lequel des systèmes de culture, ma première diapositive où je mettais un petit peu les entrées de matière organique, c'est pour dire les agriculteurs savent bien qu'ils peuvent construire ou améliorer ou entretenir la fertilité des sols, qui leur permet différentes choses, dont la production d'azote. Mais ça, d'abord, c'est comme mettre de l'argent sur un livret A, un peu, c'est-à-dire on investit, il faut investir. Donc, investir pour construire la fertilité ou pour la maintenir, ça coûte de l'argent. Enfin, ça veut dire qu'on ne fait pas autre chose. Et d'autre part, et donc ça ne peut pas instantanément répondre à une crise. La crise qui est là, elle est justifiée. Les Russes ont décidé de ne plus vendre leurs engrais, au moins pour répondre en rétorsion aux mesures que l'on prend. L'Ukraine est un grand producteur de céréales, la Russie aussi. Et donc, et tout le monde commence à dire on va garder nos céréales, de toute façon, on ne va pas les. Donc, en fait, et en plus, le prix du gaz, de toute façon, il augmentait déjà avant la guerre. Donc, effectivement, en gros, 80% du prix des engrais, c'est le prix du gaz. C'est le prix du donc, gaz. en fait, Oui. donc, en fait si le gaz augmente, les engrais augmentent. Et donc, c'était des charges déjà importantes pour les agriculteurs. Et donc, ils sont confrontés. Et en plus, il y en a moins. Donc, à court terme, les agriculteurs, mais pas que les agriculteurs, nous, citoyens, hein, parce que ils ne sont pas tout seuls, sont confrontés à une crise à court terme et après à la mise en œuvre de solutions à moyen terme. Alors justement, sur la mise en œuvre de solutions, après je passerai aux questions Internet. J'ai vu sur les chiffres en sortie usine, les engrais azotés sont autour de 1 000 euros. Ils ont pris 1000 euros, pardon, 1000 dollars la tonne. Ils ont pris 400 dollars en 10 jours et ça continue à augmenter, ça puis le reste. On entend dire, et on va y arriver, que les 4% de jachère sur la surface agricole utile du continent européen vont être retournés. Est-ce que ça veut dire, c'est une peur aussi évoquée notamment par la Confédération paysanne, est-ce que ça veut dire qu'une fois labouré, ces terres, on va les gaver d'engrais pour que ça produise le plus possible, ou c'est une peur, là, pour le coup, irréaliste, on n'en a pas besoin forcément, ou au contraire, je me trompe? Non, il n'y a pas de raison de les gaver d'entrée. Voilà. C'est simplement que s'il y a plus de surface cultivée, pour produire plus, on va avoir utilisé plus d'engrais. Maintenant, si l'engrais est limité, je ne vois pas comment on va fertiliser des surfaces supplémentaires. Mais ce n'est pas forcément le problème de détruire les jachères, c'est plutôt que les jachères, c'est un peu ce que je parlais, l'investissement à moyen terme. C'est on entretient des zones de biodiversité, de régénération, de stockage, enfin, ou de non-déstockage du carbone, etc. Donc, c'est un peu sacrifier finalement un investissement à moyen terme pour résoudre un problème à court terme. Donc ça, c'est ça que les scientifiques se posent la question de dire, ce n'est pas une bonne solution de détruire les jachères pour, pour résoudre le problème de la disponibilité de l'engrais. Ça, c'est une D'accord. réponse. Mais ce n'est pas. Et après, il n'y a pas de raison de les fertiliser, de les gaver. Ils vont recevoir, s'ils sont cultivés en blé, si au prochain semis, il faut trouver des surfaces agricoles supplémentaires, les agriculteurs appliqueront les bonnes pratiques, enfin, enfin, voilà, il n'y a pas de raison qu'il y ait de dérive. Le problème, c'est détruire les jachères en elles-mêmes.
Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Parce que si vous voulez, c'est ça qui questionne, c'est que c'est une crise. Les agriculteurs et les consommateurs enfin toute la chaîne, toute la filière va avoir un problème dès cette année ou dès l'année prochaine. Et comment on passe ce cap, si ce cap est provisoire ou s'il dure. Moi, personnellement, mais c'est pas, je n'engage que moi, j'ai envie de dire, on a bien aidé plein d'autres secteurs de l'économie, quel qu'en soit le prix. Non, mais depuis 2 ans, hein, je sais bien que… Et donc, peut-être qu'il y a des solutions de soutien à l'agriculture qui ne passent pas par détruire les jachères. Enfin, voilà. Euh, Ok. c'est personnel. Non, 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 mais j'entends Mhm. bien. Mais justement, il y a une question là de Sabine Martin. N'y a-t-il pas un équilibre corrélé entre la fourniture alimentaire et le nombre d'humains quant à l'apport azote-phosphore de notre agriculture? Retour à la terre des déjections humaines, alors que le phosphore vient à manquer, etc. Alors ça, c'est des… Moi, je l'ai vu, hein, il y a un centre de recherche, je crois que c'est à Marne-la-Vallée, je ne sais plus lequel, et un labo de l'Université de Créteil qui travaille sur la réutilisation de nos fesses et de nos urines, Mhm. Mhm. filtration des urines, condensation, pardon, dessèchement de nos fesses pour ensuite épandage sur nos champs comme avant. On en revient aux solutions d'avant, à l'époque où on triait nos latrines, le produit de nos latrines sur la chaussée de Bondy au nord de Paris. Et pour des raisons d'hygiène et bactériologiques, ça avait été arrêté. Black dans le coin, Oui. Black dans le coin, c'est une solution. Oui, c'est exactement, c'est une solution. En fait, on n'a pas encore parlé des substitutions à l'azote minéral des engrais par autre chose, si on a parlé des légumineuses, mais un des autres aspects, c'est substituer les engrais de synthèse par des produits organiques. Or, en fait, les études ont montré que la quasi-totalité des produits organiques, qu'ils soient effluents d'élevage, déchets, la quasi-totalité sont déjà utilisés. Donc, il n'y a pas D'accord. une réserve particulière d'azote ou de sources organiques, sauf les urines, notamment humaines, hein, qui ne sont pas, qui sont de l'urée, hein, donc c'est comme une forme minérale d'engrais, et qui sont perdues, alors qu'elles représentent, alors je n'ai pas les chiffres exacts à l'échelle française, mais un volume d'azote considérable. Et donc, effectivement, non seulement il y a des études très sérieuses, mais j'ai appris il y a 2 jours qu'il y a des bâtiments en construction Oui, dans la région parisienne où absolument. on commence à mettre les systèmes parce qu'il faut séparer en fait. Et donc, on commence à mettre des systèmes dans les immeubles, dans les appartements pour collecter l'urine humaine à part du reste et en vue de la Absolument. réutilisation. Alors, le labo, Après, c'est le labo. Oui, allez-y. Non, 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 le pardon. labo, c'est le labo Okapi qui travaille Mhm, là-dessus. mhm, Il y a effectivement des immeubles à Paris, à Lyon, à Grenoble, et le nouveau centre qui va s'implanter à la place ou en partie à la place de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, bureaux et logements, sera équipé de la sorte. Je vais prendre quelques questions Internet. Dieter Gissing vous demande, là on en vient sur de la science naturelle, est-ce qu'il y a une humification qui n'est pas le résultat d'une activité microbienne? Alors, il est difficile de répondre, monsieur, parce qu'effectivement, dans le sol, finalement, on distingue, il y a un débat qui n'est pas complètement résolu, scientifique, et qui ne le sera peut-être jamais quand on a des matières organiques qui rentrent dans les sols. Est-ce que, excusez pour les mots un peu, on parle de récalcitrance. La récalcitrance, vous comprenez, c'est ce qui est récalcitrant à la dégradation. Et donc, on se dit, est-ce que ça existe, la récalcitrance chimique? Est-ce qu'il y a des formes de matières organiques qui finalement sont indécomposables ou tellement difficiles à décomposer? Quand on parle de difficile, ça veut dire qu'il faudrait tellement d'énergie des Mhm. organismes pour dégrader. Et donc, en fait, on a du mal à distinguer ça de ce qui résulte, parce que quand il rentre quand il y a des racines en décomposition ou des branches ou des feuilles, finalement, les décomposeurs attaquent quand même très vite la matière organique. Et donc, il est difficile de distinguer ce qui va, par exemple, s'humifier, se stabiliser directement dans le sol
de ce qui se stabilise après avoir subi des changements enzymatiques, des attaques enzymatiques. Les micro-organismes, ils envoient des enzymes. Et donc, en fait, cette distinction, elle est assez difficile à faire et elle reste le sujet de débat et d'expérimentation scientifique. Est-ce que ça passe toujours par les décomposeurs, puis ça se stabilise dans le sol, ou est-ce qu'il y a certains éléments qui se stabilisent directement ou qui sont inaccessibles physiquement? Et donc, voilà, c'est une bonne question et on n'a pas complètement répondu à ça. Ben heureusement, parce que sinon, vous n'auriez plus rien à faire. Oui, Hein. Vous avez voué c'est votre vrai. vie à cette connaissance. Yvan Ménère vous demande, il me semble avoir lu que les légumineuses n'étaient pas autonomes à 100%. Je tourne la tête parce que l'écran des questions est à droite. Qu'en est-il et quels sont les taux de fourniture d'azote extérieur nécessaires pour les différentes légumineuses? Alors là, monsieur, je suis désolée, je ne vais pas savoir vous répondre parce que je ne suis pas une spécialiste des légumineuses et donc je ne sais pas. En général, on dit que les légumineuses, bah, si elles ont des systèmes de, comment dire, on peut inhiber la fixation symbiotique quand il y a une présence d'azote minéral dans le sol. En fait, elles sont un peu paresseuses, hein. Elles disent bah, finalement il y a de l'azote, pourquoi je me et après, il faut que ces symbioses s'installent pour que ça ait lieu. Donc, je comprends bien qu'il y ait des phases du cycle ou le démarrage où certaines espèces aient besoin de disponibilité de l'azote du sol, mais je ne pourrais pas vous donner voilà, une vision précise, mais je pense que vous pouvez trouver voilà, dans la littérature. Ou je peux vous orienter vers des spécialistes des légumineuses, j'en connais. Mhm. Vous vous en êtes très bien sortis. Vous êtes, mesdames, messieurs, 146, 147, ça augmente encore. Vous passionnez la foule, Madame Recou. Alors, question de Jean-Marie. Non, 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 c'est pas celle-là que je voulais. Oui, question. Alors, Galaxy A22, je suppose que c'est un téléphone qui vous écrit directement, une intelligence artificielle. Pour les légumineuses, c'est la dégradation des nodosités qui restituent l'azote, ou bien essentiellement les parties aériennes. Je crois qu'on a déjà répondu. Oui. Mhm. Ce sont les nodosités. Bah, il y a les deux. Il y a dans les nodosités de l'azote, mais ça fournit l'azote à toute la plante. Donc, la plante des légumineuses qui ont des couverts importants, c'est bien les résidus quand on détruit un couvert de luzerne ou quand on détruit. Il y a beaucoup d'azote dans les légumineuses aussi. Hein. Donc, en D'accord. fait, c'est non, le premier usage des nodosités et de la fixation, c'est de fournir de l'azote euh, à la plante. Hein. La plante, elle n'est pas une bénévole du système de culture. Il se trouve qu'après, elle laisse ces éléments, les racines, dont les nodosités, dans les sols. Mais Mhm. D'ailleurs, ça m'évoque une question partie aérienne racine. Est-ce que c'est pas est-ce qu'il n'y a pas une différence de, c'est peut-être pas le bon terme, d'absorption de l'azote entre l'engrais qui finalement arrive sur les parties aériennes et l'azote qui, via les légumineuses, arrive directement dans le sol, dans les racines, où je me trompe complètement? qu'est-ce que vous appelez une différence de… Une différence de mise en contact des plantes avec l'azote. Partie aérienne avec les engrais artificiels, entre guillemets, et partie racinaire avec, dès lors qu'il y a une symbiose avec les légumineuses. Oui, bah c'est vrai aussi pour la… On n'a pas beaucoup parlé encore de l'azote du sol, hein, de la matière organique, Ouais. bien sûr. C'est une différence de disponibilité spatiale et temporelle. C'est-à-dire, un agriculteur qui apporte de l'engrais sur des cultures, il va, selon les cultures, apporter une fois, deux fois, trois fois, voire quatre fois, fractionner, mais il va apporter plusieurs dizaines de kilos d'azote le même jour, au même endroit et donc plutôt en général à la surface du sol, que ce soit liquide ou en granulé. Donc l'azote est à la surface du sol et va migrer en fonction de la pluie, diffuser. Donc il va plutôt l'engrais s'adresser au premier centimètre ou à la D'accord. première couche de sol alors que l'azote produit par la minéralisation de la matière organique du sol, elle est dans toute la couche où il y a de la matière organique et donc elle va alimenter, voilà, les racines vont prélever l'azote dans leur couche. Donc il peut y avoir vraiment une différence de localisation, mais après la plante, une fois que c'est la molécule ammonium ou C'est nitrate, la hein, même la chose. plante, c'est la même chose. Et puis après, c'est temporel, c'est-à-dire c'est pas au même moment dans D'accord. le cycle de la plante. D'accord. Par exemple, une culture d'été, elle va bénéficier, un maïs,
dans nos régions, elle va bénéficier de la minéralisation du sol sur une plus grande période, parce qu'avril, mai, juin, juillet, ouais, normalement, enfin de l'eau, il y en a des fois pas trop, mais normalement, il y a de l'humidité et des températures. Et donc, là, on a de la minéralisation qui peut être du sol, de l'azote, qui peut être assez bien synchronisé avec les besoins de la plante. D'accord. Alors justement, vous parlez de matière organique. Jean-Baptiste Moussière vous pose la question suivante. Est-ce que la diminution de l'élevage n'est pas problématique pour l'accès à la matière organique? On voit bien que les sols de plaine céréalière sont plus pauvres que ceux des territoires d'élevage. Dans le prolongement de la question, est-ce que la crise avicole en cours ne va pas limiter fortement les matières organiques disponibles, l'apport en azote organique des sols? Du coup, excusez-moi, vous pouvez il y a finalement le commentaire qui est une question aussi. Ouais, Jean-Baptiste Se Moussière vous dire, demande s'il n'y a pas la diminution de l'élevage et en corollaire, la crise avicole dans le sud-ouest de la France ne vont pas tarir, diminuer la ressource en ah azote. ben, ça c'est, enfin, monsieur a raison, c'est-à-dire la question, même si on le dit plus globalement, hein, la question de la ressource, c'est aussi la disponibilité des ressources organiques, hein. Donc, en fait, si on a moins de ressources parce qu'on a moins d'élevage, voilà, on diminue le potentiel de. C'est pour ça qu'au début, je vous disais, quand on réfléchit à la gestion de l'azote, bien sûr, il ne faut pas tout mettre sur le dos des engrais. On réfléchit à l'ensemble des sources et comment finalement perdre le moins possible, finalement optimiser et rendre plus efficient cet azote, qu'il soit produit par la matière organique des sols ou apporté par des effluents d'élevage ou des déchets ou apporté par des engrais de synthèse. En fait, Alors justement, sur les engrais de synthèse, il y a beaucoup de questions sur les problèmes qu'ils entraînent. Une question de Sébastien Mézières. L'épandage d'engrais a-t-il des conséquences sur la quantité d'azote atmosphérique? On constate jusque dans les milieux naturels à vocation conservatoire, non engraissés et entretenus par des fauches exportatrices, des phénomènes d'eutrophisation devenus peu contrôlables. L'engrais épandu ici peut finalement arriver par le jeu des pluies, par le jeu de l'évaporation sur d'autres terres. on ne va pas parler des. Vous voulez pas que je mette un petit schéma? Non, Allez, peut-être pas. vite fait, hein, parce qu'il est déjà Euh, 21h15, ouais. allez-y. Alors, on est où? Ah, est-ce que vous voyez quelque chose? Non, Là, on ça vous marche voit, plus. vous. Partager. Ça Allez-y. marche plus. Non, ça. Si, ça marche. Je voulais venir ici. Vous voyez ce. Oui, Vous on le le voyez. voit, allez-y. Donc en fait, voilà ce dont on parle de l'azote dans les systèmes cultivés. On a parlé d'azote ammoniacal. Je vous parle les termes techniques et puis de l'azote nitrique. Et donc en fait, les pertes, on ne parle pas d'évaporation. On parle soit on peut perdre vers l'atmosphère de l'azote ammoniacal, de l'ammoniac. Hein, c'est ce qu'on appelle la Mhm. volatilisation d'ammoniac, soit on peut perdre à droite ici, au dépend principalement du nitrate ou au cours de la nitrification du N2O, du protoxyde d'azote, soit on peut perdre par lixiviation, les agriculteurs savent bien, la directive nitrate, Mhm. la contamination des eaux par les nitrates, voilà, on peut perdre du nitrate. Et en fait, quand on apporte la matière organique produite par minéralisation de l'azote ammoniacal, et après, les micro-organismes transforment ça en nitrate. Et donc, en fait, ça ne marche pas. Donc, en fait, les agriculteurs, ils vont rentrer, par exemple, soit de l'urée, on parle beaucoup de l'urée qui arrive de Russie en ce moment ou qui n'arrive plus, qui va être transformée par les uréases en azote ammoniacal. Les agriculteurs, par exemple, en Champagne, utilisent pas mal de solutions azotées, c'est liquide. Solutions azotées, c'est 50% urée, 25% azote ammoniacal, 25% nitrate. Et puis les agriculteurs aussi apportent de l'ammonitrate. En Mhm. général, c'est 50-50 azote ammoniacal. Ce n'est pas pour vous refaire un cours de nouveau, mais vous voyez bien que, par exemple, le choix des engrais azotés impacte complètement D'accord. quelle portion du cycle est mobilisée.
et on voit bien et quels sont les risques finalement. Et Et donc, donc il peut y avoir effectivement, un impact par effet domino, mine de rien, sur des zones voilà, oui, en éloignées. plus, on peut cumuler les effets. Mais donc, D'accord. pour répondre à monsieur, qu'est-ce qui Oui. peut… Donc, en fait, on sait que l'ammoniac, il va venir pas mal aussi des effluents d'élevage. Lui, il part, il contribue à la qualité de l'air, problème de particules. Il peut aller se redéposer plus loin. Hein, on reçoit les forêts de l'Est de la France qui sont impactées par l'ammoniac qui arrive des Revenez vers nous, Madame Pays-Bas. Rocou. Voilà, Abandonnez le plein écran, revenez vers nous. voilà. Très bien. Donc, la question n'était pas infondée. Autre question, autre remarque sur les engrais, autre critique sur les engrais, d'Annick Benazek ou Benazech, je ne sais pas. On sait aussi que les engrais, très vite, ont favorisé les maladies des plantes et rendu nécessaire l'emploi des herbicides, des fongicides, etc. En quoi un surcroît d'azote ou une forme d'azote aurait pu déclencher, favoriser l'apparition de maladies? En fait, il y a différents. En fait, les recherches sont assez disjointes en général, mais finalement, comment dire, le, euh, le fait de fertiliser les plantes ou de les fertiliser plus, hein, ou des conditions de croissance en système non limitant en azote, finalement, modifie la composition des tissus, modifie finalement D'accord. la structure des plantes, les rend de plus comment dire, sensibles aux maladies. Et puis, il y a aussi l'évolution des systèmes cultivés avec une densité de plantes qui était plus importante, qui font aussi que finalement, les maladies pouvaient se développer plus vite. Enfin, ça a été D'accord. aussi une évolution. Des fois, ce n'est pas seulement un effet azote, c'est l'effet D'accord. permis par la fertilisation et c'est aussi l'intensification via finalement une simplification des rotations, etc., qui a conduit à finalement favoriser le développement de maladies. Donc, c'est un D'accord. ensemble permis par la fertilisation, mais ce n'est pas forcément la teneur en azote L'azote directement des qui est plantes. responsable de Ouais. ça. Mhm. Néanmoins, est-ce qu'on peut dire que le fait de mettre de l'azote, on ouvre un sachet, on le balance, ça n'incite pas les plantes, parce que l'azote est déjà là, à aller chercher, à aller fouiller dans le sol avec leurs racines. On entend souvent dire ça, que les racines des plantes sous engrais azotés sont moins développées que les autres. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. C'est Bon, vrai que oui, c'est vrai. C'est-à-dire les plantes qui sont bien alimentées en surface n'ont pas besoin de développer des systèmes racinaires qui vont plus profondément pour valoriser l'azote profond. C'est vrai, mais ce n'est pas ça qui. Voilà, le problème n'est pas forcément majeur au sens. Vous d'accord. voyez, c'est plutôt une réponse scientifique à cette question qui est justifiée, mais ce n'est pas forcément ça le problème de Ça l'apport ne les rend pas d'engrais. moins fragiles, plus susceptibles d'être. Si vous voulez, l'évolution des variétés, l'évolution des systèmes de culture a suivi l'évolution des pratiques d'engrais, de fertilisation ou l'inverse, c'est-à-dire les systèmes agricoles ont coévolué ensemble. Il ne faut pas avoir une image d'une plante idéale sur laquelle on aurait, la pauvre, mis on aurait jeté des sacs d'engrais. Les agriculteurs qui sont peut-être là disent on ne fait pas ça. C'est-à-dire c'est un système voilà, dont on sait la fragilité, c'est la dépendance. Et, moi, je veux bien revenir sur la situation actuelle. On sait que c'est une dépendance à l'énergie, c'est une dépendance aux importations, et il y a beaucoup d'impacts environnementaux. Le dessin que je vous ai mis tout à l'heure, je vous Oui. ai parlé de l'ammoniac, du nitrate, du N2O, mais voilà, donc il y a des choses à résoudre pour aller vers des systèmes plus autonomes et plus sobres en azote. Et la plante a effectivement des capacités de s'y adapter où les agriculteurs se verront proposer des nouvelles variétés ou des travail. Il y en a déjà beaucoup qui recherchent les solutions, hein. Il y a beaucoup d'agriculteurs innovants qui cherchent finalement déjà à être moi, j'ai participé il y a quelques années, il y a peut-être des collègues ici qui sont en Champagne, Ardennes ou dans le Grand Est, où il y avait des systèmes qui essayaient d'être autonomes en azote. Le projet s'appelait AutoN et les agriculteurs travaillaient sur plusieurs options simultanément
pour atteindre cette autonomie en azote, c'est-à-dire cette réduction de l'usage d'intrants azotés extérieurs, en fait. Alors justement, vous avez tendu la perche sans le savoir à Gaëtan Bouchot qui vous pose cette question simple et très pratique. À partir de quel taux de matière organique et quelle biomasse annuelle le sol peut-il être autonome afin d'avoir un rendement suffisant pour la rentabilité des exploitations et la consommation humaine et animale? On peut le calculer, le modéliser, ça, à la Ah parcelle? oui, j'ai vu dans nos auditeurs qu'il y a quelques modélisateurs, alors je ne vais pas me Oui, oui. permettre de leur Ah bah vous envoyer les la balle, connaissez mais, alors. mais oui, oui, c'est pas. Alors je ne peux pas vous donner une quantité puisqu'elle dépend aussi du type de sol. Alors il faut savoir que la capacité à stabiliser, à stocker de la matière organique, elle va dépendre finalement du type bien sûr des quantités de biomasse qui rentrent dans les sols et des transformations, mais aussi de la capacité du sol à stabiliser cette matière organique. En gros, plus ce sont des sols argileux, plus il y a la possibilité de stocker la matière organique. Et plus ils sont, par exemple, sableux, et moins on peut stabiliser cette matière organique. Donc, en fait, je ne peux pas donner un chiffre en réponse à ce monsieur, mais bien sûr, les travaux visent à calculer finalement. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en ce moment parce que c'est une question, là on parle d'azote, mais je me permets de faire deux mots en se disant, Allez-y. vous avez bien sûr entendu parler tous du carbone, de stabiliser le carbone, de réduire finalement le changement climatique grâce au stockage de carbone dans les sols. Et donc les recherches actuelles, elles essayent de répondre à ça en fonction des systèmes de culture, en fonction des types de sols et des pratiques des agriculteurs. Combien faut-il finalement faire entrer de biomasse végétale ou de matière organique dans les sols pour assurer cette, finalement une certaine forme d'autonomie en azote, mais aussi de stocker du carbone. Et puis la matière organique a plein d'autres rangs, c'est le mot qu'on utilise maintenant, des services, hein, des services écosymémiques. La matière organique rend plein d'autres services que la fourniture d'azote ou la Bien sûr. stabilisation du carbone en termes de régulation de la qualité de l'eau, de biodiversité, etc. Donc, monsieur, oui, les scientifiques travaillent là-dessus, mais en fait, c'est multifactoriel et donc il n'y a pas une valeur possible. Très bien. Une question de Sana Awini qui s'interroge sur le bio, la bio, pour pour le mode de culture bio. Comment peut-on garder l'azote? Est-ce qu'il y a un problème entre le bio et l'azote? Le bio ne garde pas l'azote? Oui, je ne sais pas si la personne peut, qu'est-ce qu'elle Précisé. entend par garder l'azote. Peut-être n'y a-t-il pas assez d'azote de façon inhérente au mode de production bio. Enfin, je ne sais pas. Alors, Sana Awini, si vous pouvez préciser votre question. Et la conservation des sols, elle, depuis qu'on a démarré l'émission, finalement, c'est de ça dont on parle. Mettre des légumineuses en intercalaire, en interculture, pour amener de l'azote au sol. En fait, oui, c'est-à-dire, il y a deux choses. Il y a une, la manière de faire entrer de l'azote, ce sont les légumineuses. Donc, il y a les intercultures, mais il y a aussi augmenter la part de culture de légumineuses, par exemple les légumineuses à graines dans les systèmes de culture. Il faut savoir qu'au cours du siècle dernier, ça a beaucoup baissé. Alors, je n'ai pas la courbe à vous montrer, mais actuellement, c'est 2% des surfaces agricoles françaises qui sont en culture C'est du tout. pois. Oui, oui, c'est tout. C'est-à-dire, il n'y a plus quasiment Et de pourquoi? culture des légumineuses à graines. Ben, en Pourquoi? fait, c'est tout un historique contextuel, mais maintenant, les agriculteurs, en fait, il n'y a plus de filière, en fait. Enfin, les chercheurs, il y a aussi des chercheurs qui travaillent là-dessus, sur comment lever les blocages alors, il y a d'une part la demande, on a perdu l'habitude, on n'a pas parlé, hein, le troisième pilier, c'est changer notre alimentation. C'est ça Oui. la solution. Mais on a fait évoluer notre alimentation vers davantage de viande et donc des protéines animales au détriment des protéines végétales. Donc ça, c'est l'évolution au cours du XXe siècle. Et puis, et du coup, c'est un cercle vicieux. Hein. Quand il n'y a plus de demande, il n'y a plus de transformation, il n'y a plus de transport, il n'y a plus de filière. Et donc, les agriculteurs, même ceux qui veulent se remettre à cultiver des légumineuses comme culture principale, donc du pois, de la fèverolle, du pois chiche,
chiche, dans le sud du soja. Donc, les légumineuses à graines, soit elles vont vers l'alimentation animale, soit vers l'alimentation humaine. Et ben, donc, il n'y a plus de filière. Donc, en fait, il y a un vrai sorte de blocage. D'accord. Des chercheurs travaillent toujours sur comment finalement débloquer. Il faut que les agriculteurs aient des contrats, par exemple. Donc, les D'accord. légumineuses, elles sont donc, je reviens à l'agriculture de conservation. Oui, cette agriculture de conservation, elle a plusieurs leviers, hein, plusieurs piliers. Dont un est finalement de réduire les intrants, et donc une manière, c'est les légumineuses. L'autre, c'est d'avoir de la production de biomasse. Donc pour ça, il y a plein d'initiatives. Vous en voyez peut-être un peu derrière moi, je ne sais plus. Mais c'est d'avoir des couverts Du du sol semi-direct. permanents, c'est-à-dire du semi-direct, et après des cultures, et on sème sous des cultures en place, c'est-à-dire on ne laisse pas le sol nu. Nu. Et donc, parce que les micro-organismes, eux, ils vont produire, ils vont minéraliser. Et donc, on fait en sorte que des plantes soient toujours là pour utiliser l'azote produit par la minéralisation. Et après, ces couverts sont D'accord. recyclés. Donc, c'est un petit peu optimiser les régulations biologiques. C'est l'idée, hein, On en a souvent enfin, parlé, voilà. hein, dans cette émission des mérites de la conservation des sols. Alors, quelqu'un, enfin Céline Thomas, est venu en aide à Sana Awini en reformulant sa question. Pardon. Madame Recou, comment amener de l'azote au sol bio sans engrais minéraux? Comment? Eh ben, il n'y a pas, Il n'y a pas 36 solutions. il y a pas 36 solutions. C'est d'avoir des sources organiques Donc et du bétail à d'avoir, côté, par exemple. voilà, bétail ou du. Donc, un des piliers en fait, on a des équipes de recherche en France, mais dans le monde aussi, hein, qui travaillent sur les scénarios, hein, et comment il faut quand même trouver des solutions, et notamment à évaluer les scénarios de passer en agriculture biologique, hein, 10%, 25%, 50%. Est-ce que c'est possible? Et on voit que c'est difficile quand même, hein. Enfin, il y a plusieurs publications, tout le monde n'est pas exactement d'accord sur les chiffres, mais en fait, il y a trois, on en a déjà évoqué deux, hein. Il y a, pour réduire finalement les engrais de synthèse et substituer par les sources, il y a, je viens de le dire, Mhm. on n'y arrive pas si on ne change pas la diète, c'est-à-dire Pas bien l'alimentation compris. européenne. On va pas Il faire un faut débat là-dessus absolument. ce soir, surtout en fin d'émission. Non. Oui. Et le deuxième, c'est de trouver des nouvelles sources organiques. Et donc, un des scénarios, c'est évidemment l'urine humaine. Hein. Comment, je veux dire, au lieu de la perdre, de la faire, il faut Ah ouais. savoir que ça va dans C'est les pas qu'un stations objet de recherche, donc, hein. d'épuration, et on fait partir l'azote vers l'atmosphère au lieu de le garder dans le système, en fait. Et puis la troisième, c'est les systèmes de culture, l'évolution des systèmes de culture avec davantage de légumineuses, des rotations, des systèmes, ce qu'on parle le bouclage. Imaginez Mhm. boucler, c'est empêcher que ça parte. Mhm. Et c'est cette couverture. Donc en fait, on a ces trois aspects sur l'alimentation, sur humaine et animale, hein, et puis sur, voilà. Alors, Donc, je ne sais pas si ça répond bien à la question, si, mais si, mais ça me permet de faire le lien avec une autre de Jean-Baptiste Boussière, et ce sera l'avant-dernière, une question qui me plaît beaucoup. Il vous dit, Madame Recou, mon professeur de physique au lycée nous a répété sans cesse, rien ne se crée, rien ne se transforme. Du moment où nous exportons de l'azote d'une parcelle par sa production, ne sommes-nous pas condamnés à devoir remettre de l'azote dans le cycle? oui, tout à fait. Bon, ben Vous avez voilà, tout à fait raison. il a tout Et compris. donc, en fait, il est impossible enfin, vous avez tout dit, c'est-à-dire on exporte, donc il faut réapporter. Donc, le dernier volet des scénarios qui devrait permettre ça, alors là, il nous faut toute la soirée, monsieur, Vous c'est avez une le minute. recouplage de l'élevage et des grandes cultures. En fait, il est montré que la production, le développement des engrais minéraux au XXe siècle, c'est ce qui a conduit à la spécialisation. Avant, un agriculteur, il avait ses sources d'azote sur place ou à côté chez son voisin. Le fait d'avoir inventé les engrais minéraux a permis, a conduit à la spécialisation des régions et même des pays du monde. Donc, puisqu'on peut apporter de l'engrais de très loin, alors qu'on ne pouvait pas apporter du fumier, du lisier très loin, et la fixation symbiotique, elle est sur place. Donc, en fait, une des piliers de cette évolution vers des systèmes, c'est de déspécialiser, de recoupler
élevage et grande culture. Enfin, pour ceux d'entre Donc de vous la peut-être qui sont dans les polyculture-élevage, régions quoi. de... On en revient à l'essentiel. Voilà, La on sait que polyculture-élevage. là où il y a les régions d'élevage, il y a des excédents d'azote parce qu'il n'y a pas assez de sol pour recevoir les effluents de manière raisonnable. Et dans des régions comme celle où je suis, il n'y a pas un troupeau à perte de vue. Et nous Donc sommes ça veut sur dire des qu'il faut régions. que les porchers bretons vous exportent leur lisier et l'étalent chez vous en Champagne? Il faut que les champenois élèvent des porcs, si je Ah, puis me voilà, c'est pas permettre. la même Voilà. chose. Oui, Et que parce que tous les gens dont c'est le métier, hein, qui font des bilans environnementaux, des bilans économiques aussi, hein, il faut que tout ça soit viable économiquement. Le problème, c'est le transport. Donc, une source organique n'est pas vertueuse en elle-même, si vous comprenez bien, si elle vient du bout de la France ou du bout du monde, parce qu'il faudra la transporter, que ça aura un coût environnemental du transport. Donc, en fait, on parle bien d'une agriculture où on reconnecte, alors peut-être pas chez chaque exploitation, mais dans des petites régions où on arrive à rendre ces petites régions plus autonomes euh, avec, on a des exemples, si vous me laissez encore une minute, une. pour avoir collaboré avec des collègues au CIRAD, du CIRAD qui est le centre de recherche français, mais en milieu tropical et dans les pays du Sud, à l'île de la Réunion. Vous voyez, ceux qui connaissent, ou tout le monde la connaît comment c'est une île au milieu de nulle part. Et donc, on essaye de minimiser les déchets qui partent au bout du... et puis de revaloriser. Et donc, il y a des vraies réflexions de comment des ressources, que ce soit les déchets de la canne à sucre ou d'autres choses, et puis les demandes des agriculteurs avec des unités, comment à des échelles de petits territoires, on arrive finalement, parfois en transformant, hein, il faut transformer parce que les formes, comment on arrive à finalement avoir des productions, des demandes, des fournitures, des transformations de façon à gagner une certaine autonomie à l'échelle du territoire. C'est la même chose un petit peu, on n'a pas parlé de méthanisation. Quand un méthaniseur, c'est l'idée finalement, Ce mais ce n'est sera pas à l'émission l'autre bout de la d'après. France. Voilà. Dernière question. On n'y répondra pas, mais moi, elle m'évoque des souvenirs de fac. On en parlait déjà, ça faisait rêver tout le monde, fantasmer tout le monde. Émeric Courbet vous dit, croyez-vous qu'on puisse faire fabriquer de l'azote à des plantes non légumineuses grâce aux biotechnologies? Ça, c'est un peu la tarte à la crème, ça revient comme le chou. On va y arriver, la technologie va nous sauver. Mine de rien, est-ce que ça avance? Est-ce que c'est simplement possible? Est-ce qu'il y a des résultats en la matière? Moi, je suis un peu comme vous, j'en entendais déjà parler il y a 25 ans, on disait ça y est, on a réussi à associer des rhizobiums du blé. Et donc je pense que voilà, je pense qu'on Possible. continue à essayer, mais que ce n'est pas les solutions à grande échelle. Enfin, les solutions technologiques, il faudrait qu'elles soient pas chères. Et vous Ouais. savez aussi que il y a un problème d'autonomie des fois des agriculteurs. Si ils doivent acheter, voilà, on va pas, c'est des débats Non. compliqués, mais à ma connaissance, ça n'a pas avancé et, euh, et on a une diversité de légumineuses qui devrait quand même permettre aussi Et puis, il faut manger des pois chiches, hein, davantage. Ah, mais c'est très bien le pois C'est chiche. une boutade, mais c'est un peu ça quand même, hein. Oui, oui. Puis Voilà. le pois chiche remplace avantageusement la patate dans la soupe. Enfin, je vous le dis pour épaissir une soupe. Mes enfants sont censés faire ça là tout à l'heure, mais je pense qu'ils ne vont pas le faire. Parce que oui, je dois vous le dire, à chaque émission, Madame Recou, je dis ce que je vais manger après, mais là, je n'ai rien fait. Pour la première fois, je suis sec, donc mes enfants sont chargés d'utiliser les restes. On verra bien. Merci beaucoup, Madame Recou. Sachez qu'on est encore 138. Enfin voilà, tout s'est maintenu. On a même gagné des auditeurs, des téléspectateurs, zétatrices, non, ou des webinaristes. Tiens, j'ai inventé un mot, des webinaristes. On en a gagné depuis 1 heure. Signe que vous avez été passionnante sur un sujet qui a donné fin, une fin d'azote, bien sûr. Il fallait que je la place celle-là. Merci, Madame Recou. Surtout, vous restez en ligne. Prochaine émission le 26 avril sur le thème de la justement méthanisation, méthanisation et sol. Ça ne fait pas toujours bon ménage. Il y a beaucoup de polémiques.
hein, notamment sur... vous verrez, tiens, je ne vais pas vous en parler. Ce sera avec Madame Battle Karimi, qui est directrice de recherche chez Novasol. Manifestement, vous la connaissez, Madame Recou. Vous trouverez le lien d'inscription dans le chat. Donc là, à votre droite, hein, pour vous, sur l'écran, si vous voulez d'ores et déjà réserver votre place, car la place est comptée, car vous êtes toujours plus nombreux. L'émission de ce soir sera en ligne sur la chaîne YouTube du groupe EIWA dans un mois, et n'oubliez pas que vous pouvez nous proposer des sujets sur le site de Rhizobium à la rubrique C'est dans le sol. Allez-y, on n'a pas encore fait le tour. Merci à tous. En ce qui nous concerne, nous allons manger chacun de notre côté. Encore une fois, moi je suis désolé, je ne sais pas, c'est la surprise. Je crains le pire quand on a des ados à la maison. Il ne faut pas s'attendre à bon manger steak. Ouais, non, je sais pas. Ah, ben si, c'est le restant de la côte de bœuf de dimanche. Donc, ça doit être froid avec je de la remercie mayonnaise. tous les auditeurs et les collègues aussi. Et bien sûr, s'il y a des questions sur l'azote qui vous intéressent, je pense que vous pouvez m'envoyer un petit mail et je peux donner des choses à lire aussi. Voilà. C'est gentil à vous, Madame Recou. Vous restez en ligne Oui, surtout. pardon. Par contre, mesdames et messieurs, les séminaristes, les webinaristes, vous pouvez décrocher et reprendre une vie normale. Madame Recou, restez avec moi. Bonsoir à toutes et à tous. À bientôt et au mois prochain.